Ce film est un film sur la guerre. Auparavant, dans mon pays, en Israël, chaque fois qu'une guerre éclatait, la vie s'arrêtait. Les villes se vidaient et l'économie tournait au ralenti. Comme partout ailleurs, on pouvait croire que la guerre était une exception. Mais depuis le 11 septembre, tout a changé. Une nouvelle vision du monde crée une autre approche des conflits. Ce film est un voyage à travers la guerre moderne. Journaliste spécialisé dans les affaires militaires, je constate depuis plusieurs années combien la guerre est devenue un mode de vie. Les militaires ont beaucoup à cacher, mais ils ont aussi beaucoup à raconter. Chaque année, par exemple, se tient près de Paris le plus important salon international de l'armement. Israël est devenu un acteur majeur de ce monde très fermé. C'est ici que commence mon voyage, dans cet endroit où personne ne m'avait invité. Using an advanced observation platform, which you can all see here, the target is positively identified. The target coordinates are then transferred to the allocation system that immediately assigns a jumper missile to be fired by the virtual trigger in the operator's hand. The munition is then guided precisely to the target's coordinates. Thanks for your time and attention. Our IAI representatives await your every question and request. Ce que vous venez de voir est unique au monde. Pouvez-vous me dire combien vaut ce système? Combien ça... D'un point de vue financier, disons... l'argent est un des moyens pour évaluer sa valeur. En termes de marché, le potentiel est si grand qu'on a du mal à l'évaluer. Chacun de ces missiles coûte le prix d'un appartement à Tel Aviv. Il peut aussi en détruire un. C'est vrai. On va vendre des centaines d'exemplaires de ce missile. Ça peut surprendre, mais il est relativement bon marché. La taille du marché augmente d'année en année. Quand je viens ici, je suis surpris de voir que l'humanité investit de telles sommes pour s'entretuer. Si on investissait une partie pour améliorer notre vie, le monde serait différent. Comme je l'apprendrai au cours de mon enquête, l'armement israélien représente une source de revenus considérable. D'anciens ministres de la Défense, des militaires à la retraite, en font eux-mêmes la promotion. Je cherche à savoir si les acheteurs savent où ces armes ont été testées. Excusez-moi, monsieur. Je m'appelle... Non, 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 non. Je vous demande d'arrêter. Ça nous dérange. On est venu ici pour travailler, pour vendre du matériel israélien, et vous nous dérangez. Benji, venez m'aider. Je veux connaître le scénario à l'avance et le résultat final. Je veux savoir comment ça sera monté. Parce qu'il se peut qu'à l'arrivée, le résultat pour les industries aérospatiales israéliennes, dont je suis le porte-parole, peut être catastrophique. Alors je n'en veux pas. On n'en a nullement besoin, ni la compagnie, ni moi. Israël ne désire pas de micro sur son stand. Vous êtes expulsé. C'est très clair. La guerre a étendu son emprise. C'est comme si elle n'avait plus ni début ni fin. Elle a répugné des générations entières, mais à présent, c'est comme si elle était devenue une habitude qui n'interrompt pas le cours de nos vies et peut même nous enrichir.
ההפצצה החמורה ביותר של צה"ל אי פעם על רצועת עזה היום. מבצע עופרת יצוקה. Fin 2008, Israël entreprit la plus vaste opération jamais menée en territoire palestinien. L'opération Plomb durci, menée à Gaza, inaugurait un nouveau genre de guerre. 1200 Palestiniens furent tués contre 12 soldats israéliens, sans que personne, ou presque, ne réclame l'arrêt des combats. Quelques semaines après le cessez-le-feu, l'épisode était oublié. On n'en parlait plus que dans les conférences entre officiers et fabricants d'armes. C'est à l'une d'entre elles que j'ai pu entendre l'ancien responsable des forces armées du Nord. Je veux aborder un point à propos de Gaza. À propos de notre présence au Liban ou de nos présences futures dans d'autres endroits. Puisque nous voulons préserver un équilibre, nous devons mettre la punition au centre de notre stratégie. La punition offre une marge de manœuvre. On leur colle une claque une fois, 2 fois ou 3 fois, par devant ou par derrière. Faut-il frapper leurs biens ou les leaders? Mais l'objectif principal de nos forces est de tuer l'ennemi, avant d'entrer en contact avec lui, pendant le contact et ensuite quand il se replie. C'est le plus important. La quantité est plus importante que la qualité. Une des erreurs de l'armée est de discuter individuellement chaque cas. Est-ce qu'un tel mérite la mort ou non? Entre nous, dès leur naissance, la plupart de ces gars sont destinés à mourir. Alors aidons-les. Le quartier général de la société d'armement d'Amos Golan se trouve dans la banlieue de Tel Aviv, entre les bureaux d'un avocat et une clinique dentaire. Là-haut, c'est comme un M203. Ça, c'est un corner shot ordinaire. Ce corner shot est avec un M16. C'est un M16 raccourci que nous avons modifié. Ça, c'est le 40 mm. Et ça, c'est l'arme d'Angelina Jolie dans le film Wanted. Elle permet de tirer d'une seule main. Souvent, je me demande, pourquoi moi? D'où m'est venue cette idée si simple de dévier? Pas seulement le canon, mais l'arme tout entière. L'idée a mûri grâce à mon expérience personnelle de voir des gens touchés pendant les opérations. Cet engin a été utilisé à Gaza? Il a été utilisé partout où il y a eu des combats urbains. Dans les années 80, lorsqu'éclata la première intifada, Amos Golan commandait une unité d'élite en Cisjordanie. Mais récemment, les choses ont changé pour lui et les faubourgs palestiniens ont pris une autre place dans sa vie. Retired Lieutenant Colonel Amos Golan invented the corner shot after years of fighting enemy forces in Israel. Recommence. Doucement, comme un chat. Plus bas, allonge-toi. Attends. Recule-le. Ce chat n'est pas peureux.
C'est une peluche que Rami a trouvée en faisant des courses pour ses enfants. Posée sur la partie avant du corner shot, elle permet de gagner un laps de temps supplémentaire. C'est utile, car une personne qui marche dans la rue ne comprend pas immédiatement ce qu'elle voit. Vous voulez l'enlever? C'est facile. Je fais doucement, je ne tire pas fort et ça part. Maintenant, je peux utiliser l'arme normalement. Ça peut servir en combat urbain. Le 9 mm est létal à 100-150 mètres. Vous tirez, vous touchez, même à votre premier essai. Essaie de repérer l'ennemi. Tu le vois? C'est bien. Dès la première balle. C'est bien. C'est la première fois que vous utilisez un corner shot et vous avez touché la cible à 100-120 mètres de distance. C'est ça le truc. À quel moment avez-vous réalisé que ça pouvait devenir un business? Quelques années avant d'être démobilisé, j'ai pensé que j'avais très envie de pouvoir faire ce qu'on appelle... Vendre des armes, non? On peut l'appeler vendre des armes, ou export de matériel de défense, ou recherche et créativité. Certains disent, c'est mal de vendre des armes. Chacun a son idée. Êtes-vous riche? C'est quoi riche? Je remercie Dieu pour tout. Je sais avec quoi j'ai démarré. Avec rien. J'avais un rêve, une idée, et je suis arrivé, selon moi, à un énorme succès. Bonjour. Bonjour. On est avec le camion. Pardon? On est avec le camion. L'arme inventée par Amos Golan a été testée par l'armée israélienne en Cisjordanie et dans de nombreux points du pays, avant de devenir la source d'un commerce international. Avant de rencontrer l'ancien lieutenant-colonel Shimon Navet, j'ignorais que l'armée employait des philosophes. Ils sont certes d'un genre un peu particulier, mais ils pensent la guerre comme un art abstrait aux répercussions pourtant bien concrètes. On voit bien que ce n'est pas un village arabe. C'est une ville morte. Peut-être que dans nos rêves, c'est ce à quoi devraient ressembler les villages palestiniens. Mais ce n'est pas le cas. On voit qu'on a fait un investissement considérable en ciment et en acier. Et en juger par le nombre de trous dans les murs, cet investissement a été rentable. On a fait le nécessaire. Voici un graffiti en arabe qui donne plus d'authenticité à ce village sans vie. Après avoir commandé une division, Shimon Navet a étudié la philosophie, l'anthropologie et les théories urbaines à l'université de Tel Aviv. Il devint le théoricien de l'art militaire dans des conditions non conventionnelles. C'est beau. On a créé des labyrinthes comme les ruelles de Naplouse, comme sa Casbah.
Combattre dans une zone urbaine est un défi très difficile pour une armée. En entrant ici, votre unité se décompose. D'une force qui se déplace en formation, en colonne et en branche, elle se répand dans tous les sens, selon la disposition des rues, selon la trame urbaine. Si vous devez engager votre unité dans les rues, vous la décomposez. Non seulement elle perd sa forme idéale, mais elle se dissout intégralement. Ici, vous pouvez perdre 2 brigades. Vous pouvez les enterrer avant d'avoir dit ouf. Dans les années 2000, éclata la seconde intifada et 2 ans plus tard, après les attaques terroristes dans les villes israéliennes, l'armée entreprit la reconquête des villes de Cisjordanie. En conséquence, les forces de sécurité ont décidé d'entreprendre une vaste opération dont l'objectif est l'anéantissement du terrorisme. Durant l'opération Rempart, l'armée israélienne assiégea, puis investit la ville de Naplouse. Les théories de Shimon Navet étaient devenues réalité. C'est une ville de 300 000 habitants, et dans son cœur, la Casbah. Un quartier terrible, avec des vieilles constructions, des ruelles très étroites, et le ministre de la Défense craignait un bain de sang. Si j'avance en suivant la disposition des rues, je leur offre mon unité sur un plateau d'argent. C'est là qu'il faut se dire, une seconde, eux, ils cherchent le contact. Moi, je dois leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. J'ai besoin d'établir une théorie alternative qui dit « On n'attaque pas suivant une géométrie de lignes et de points, mais suivant une géométrie fractale, de toutes les directions en même temps. » En plus, on se déplace de façon à ne pas révéler notre formation à l'ennemi, de façon à la cacher. On va voir alors qui va se faire avoir. On ne se déplace pas par les ruelles, on les laisse désertes. Et on entre dans les immeubles en perçant des trous dans les murs, comme celui-ci. Il faut prendre le contrôle des immeubles, les transformer en position et en base de départ vers d'autres immeubles. Très rapidement, ça provoque une inquiétude chez les terroristes. Ils commencent à se déplacer dans les rues, à la recherche des sionistes. Et ça crée des confrontations extraordinaires. Les unités occupent les immeubles et les terroristes se déplacent dans la rue. En fait, la situation est renversée. Au cours de la prise de Naplouse, un soldat fut tué contre 70 Palestiniens, dont 8 civils. Plusieurs des officiers engagés dans cette opération se lancèrent plus tard dans les affaires. L'un d'entre eux devint responsable d'une compagnie de sécurité évaluée à plus de 100 millions de dollars. Un autre créa une société de consulting pour les armées internationales. Cette année-là, Israël battait son record de vente d'armes avec 2 milliards de dollars. Dans quel corps d'armée avez-vous servi? Dans les renseignements. Ah, un intellectuel, un bobo. Vous n'avez pas tué de gens? Non. Vous n'avez pas vu de près des gens mourir? Les renseignements en tuent beaucoup. Ils en tuent, mais à distance. Some governments will be timid in the face of terror.
And make no mistake about it, if they do not act, America will. Les territoires palestiniens devinrent un cas d'école étudié de près. En 2004, après que les États-Unis aient envahi l'Irak et l'Afghanistan, les militaires du monde entier vinrent en Israël pour étudier comment l'armée avait vaincu la résistance palestinienne. Ici, tout se joue dans un espace de 70 km sur 20. Pourtant, il faut créer une profondeur. Mais bon sang, comment créer de la profondeur? Et comment produit-on ce miracle? Shimon Naveh devint alors un consultant très recherché pour entraîner l'armée américaine. L'armée israélienne est plus expérimentée que les autres dans le combat en zone urbaine. Je rentre avec mon bataillon d'un séjour de 6 mois dans le nord de l'Afghanistan. Nous étions obligés d'opérer dans des zones urbaines. Ça m'intéresse donc particulièrement pour des raisons personnelles. Pour moi, ça n'a aucune importance si vous vous battez à Gaza, à Kunduz ou à Bagdad. Les armes utilisées à Naplouse et Jénine sont aujourd'hui exposées dans le salon de l'armement de Tel Aviv. Pourquoi l'armement israélien est-il si demandé? Pardon? Pourquoi les armes israéliennes sont-elles si demandées? D'autres pays en fabriquent. Je ne vous entends pas. Pourquoi les produits israéliens sont si demandés? C'est simple. La technologie de ce pays est parmi les plus avancées au monde. En plus, les gens préfèrent acheter des produits qui ont été testés. Quand Israël vend une arme, elle a déjà été expérimentée. On peut dire aux clients, nous, on s'en sert depuis 10, 15 ans. C'est pour ça que la demande est si forte. Cette expérience fait marcher l'économie? Ça rapporte des milliards de dollars au pays. En dépit de ces conflits militaires, on parle souvent du miracle économique israélien. Mais peut-être est-ce au contraire grâce à eux. Des centaines de milliers d'Israéliens vivent de l'industrie de la défense et tant d'autres profitent de la prospérité d'un pays devenu le 4e plus important exportateur d'armes dans le monde. Certains Israéliens occupent dans ce monde une position remarquable grâce à une large expérience internationale. Léo Glazer a créé une société de consulting en armement et connaît dans son domaine un succès sans précédent. Superbe, très bien. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Un samedi après-midi, dans son jardin, il accueille des officiers, des hommes politiques et des invités étrangers. La plupart deviendront ses clients avant la fin de la soirée. L'ambassadrice du Brésil, l'ambassadeur d'Argentine, l'attaché militaire, le général de Ejército, général Choval. Il était le directeur des relations internationales au ministère de la Défense. Ils sont de Pemex. Ils ont un succès fou. Lui, c'est Ephraim Yahari, l'inventeur de toutes ces armes. L'homme est une légende, mais il est très modeste. Ce n'est pas un Argentin comme moi. Superbe.
C'est vous là-haut? Oui, c'était il y a longtemps, en 84, quand on a démarré notre activité en Amérique centrale. C'est quoi? Des exercices dans la jungle. On y a entraîné des Américains. Vous y êtes resté longtemps? Oui. Des mois entiers? J'y ai même été récemment. Ça, c'est un parachutage au Venezuela avec les hommes de Chavez. Ça, c'est une opération dans le golfe Persique. Bien entendu, on n'a pas brandi le drapeau israélien. Des beaux endroits. Et la photo de Barak? Qui? D'Ehud Barak? C'était après le 11 septembre. On est allé aux États-Unis pour proposer nos produits. Le ministre de la Défense ne s'occupe pas que de la guerre. Il doit trouver des marchés pour l'industrie de la défense. Je sais dans quelle direction le monde s'engage. Vers des choses très dures. L'apocalypse, oui. Le 11 septembre était une apocalypse américaine. 19 personnes, avec un budget minuscule, ont fait mordre la poussière aux États-Unis. Les solutions de défense ne proviennent que d'Israël, à travers ses sociétés d'armement. J'ai lu que vous étiez socialiste. Bien sûr, absolument. Ce qui veut dire? La sécurité pour tous. Voici Morane, notre meilleure instructrice. Et Tal. Ils sont nos meilleurs instructeurs et ils forment une famille. Ils sont mariés. Ok. Good evening, everyone. Bonjour, bienvenue à l'Académie d'ISDS. Nous allons vous proposer un petit scénario de combat. On entend tirer, on part vite régler le problème. Voyons ce que ça donne. Il faut comprendre que les terroristes ont désormais beaucoup d'argent. Ils ont accès au même matériel que les unités spéciales. C'est pour ça qu'on leur tire dans la poitrine, puis on remonte vers la tête. Il a été entraîné à viser la tête. Oui, on vise la tête. Le problème est d'ordre politique. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Pour ça, il faut investir beaucoup d'argent et de temps dans les entraînements. Ça dépend de la taille de la tête. Si elle est petite, c'est compliqué. Je voudrais vous offrir le t-shirt de mon unité. Une seconde. Merci beaucoup. Ne partez pas avec des munitions. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes à l'aéroport ou à l'hôtel. Videz vos poches. Vous vous mettez en position et vous tirez comme avec un M16 ordinaire. En Israël, la distinction entre les bons et les méchants est très claire. Le bon, c'est moi qui veux vivre en paix et protéger mon pays. Et le méchant est celui qui n'est pas d'accord avec ça et entreprend des actes dans le but de détruire ma foi dans l'État et les vies de ceux qui me sont chers. C'est très clair.
Il y a un lien entre les trafiquants de drogue d'Amérique latine, les organisations terroristes et ceux qui se cachent dans les caves de Bora Bora. C'est la même chose. Le clash des civilisations existe, comme l'a défini Huntington de manière si abrupte, en disant que le sang dessine les frontières de l'islam. Concrètement, comment définiriez-vous le bon? Êtes-vous une bonne personne? Moi? Oui, vous. Je l'espère. Pourquoi êtes-vous bon? Vous attaquez des gens innocents? Vous faites exploser des bus? Vous poignardez des passants dans la rue? Vous ne faites rien de tout ça. Group B, Romania, Angola, Peru and the US, with this lovely officer over here. Group C, Canada, Germany, Cyprus, Turkey, Greece and Egypt, with this lovely officer over here. The Netherlands, Italy, Serbia, Switzerland, Brazil, Argentina, China. Militaires, policiers et les divers corps chargés du maintien de l'ordre d'une douzaine de pays viennent à présent en Israël acheter des armes. Bonjour. Comment allez-vous? Le professeur Itzhak Ben Israël est un ancien général de l'armée qui donne des conférences dans le monde entier. Professeur de philosophie à l'université de Tel Aviv, il applique les mathématiques aux questions militaires. Combien de temps ça va prendre? 30 ou 40 minutes. C'est long. Partout dans le monde, on veut gagner les guerres. Selon la conception israélienne, on gagne comme dans un match de boxe. Soit au point, c'est-à-dire de justesse, soit par KO. Ça, c'est la formule. Q multiplié par le logarithme de Q, additionné au produit de leur inversion, donne l'effondrement. Avec le pourcentage des membres neutralisés, on calcule la probabilité que toute l'organisation s'effondre. Si on applique ça au Hamas, où dois-je introduire le nombre de ses membres? Q représente le pourcentage des membres neutralisés, le Q minuscule. D'accord. Et si je trace une courbe, ça donne ça. L'axe de probabilité que l'organisation s'effondre. Et celui du pourcentage neutralisé. Ouais. La courbe prend cette forme. Si on neutralise 50% des gens, la probabilité que l'organisation tout entière s'effondre est de 100%. C'est-à-dire si on tue 50% des membres du Hamas. Si on tue ou si on arrête 50% du Hamas, pas besoin de tous les neutraliser, seulement ceux qui planifient les attentats. Alors l'organisation s'effondre à 100%. À 100 ou 99, 100. Pour 50% de neutralisés, c'est 100. Et pour 25%, voyez la forme de la courbe. Ça donne 85% environ. La probabilité que toute l'organisation s'effondre est de 85%. D'accord. C'est ce qui s'est passé. On a atteint les 20-25% et toute l'organisation s'est effondrée. Entre 2001 et 2011, l'armée israélienne a tué plus de 350 Palestiniens depuis le ciel. Plus d'une centaine étaient des civils.
L'avez-vous élaboré avant que les assassinats ciblés ne soient appliqués? Non, non. Pendant. Pour analyser ce qu'on faisait ou pour comprendre ce qu'il fallait faire? D'abord, non, ça ne me convient pas. D'accord. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est l'armée. L'armée a été surprise par le nombre massif d'attentats suicides. Ça lui a pris 1 an pour comprendre qui il fallait frapper. Puis l'armée a fait le nécessaire. C'est-à-dire? De grandes institutions ont travaillé là-dessus. Ouais. Vous dites que c'est moi qui l'ai fait. Vous avez écrit un article sur cette formule. Écrire un article ne signifie pas que c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Des dizaines, voire des centaines de gens ont été impliqués dans son élaboration. Si de plus en plus de pays adoptent les tactiques militaires israéliennes, est-ce parce que de nombreuses parties du monde sont en train de ressembler au territoire palestinien? Pour le savoir, j'accompagne Léo Glazer lors d'un voyage d'affaires à Rio. Bonjour, comment allez-vous? Commandant, Léo Glazer, comment allez-vous? Très bien. Félicitations pour votre nouveau poste. L'unité antiterroriste et Tzahal. Qui est le meilleur? Leur unité ou la vôtre? C'est comme comparer Maradona et Pelé. L'un des plus gros clients de l'industrie israélienne est le Brésil, dont les forces de police ont repris les favelas de Rio en chassant les trafiquants de drogue. Le quartier d'Alemão, que la police brésilienne a investi, est surnommé la bande de Gaza. J'ai visité Israël, Tel Aviv, Eilat. Tel Aviv est comme Copacabana. C'est pareil. Léo vend à la police brésilienne des armes et des véhicules, et ses hommes entraînent leurs soldats au Brésil et en Israël. On s'approche de l'endroit où il y a eu des combats. C'est la zone dont on a pris le contrôle. Ici, il y avait des barrages partout, avant la zone des combats. Ça, c'est l'armée. On a un poste d'observation dans la maison d'en face. Regardez par ici. Vous voyez la maison verte? Oui, la verte. C'est là-bas. On le voit bien d'ici. Oui. C'était la maison d'un trafiquant de drogue. Oui, maintenant elle sert de poste aux policiers et aux militaires pour observer et contrôler. Dans des endroits comme Gaza, on a la même situation, le même système. On se met où? Ici ou là-bas? J'ai appris certaines choses en Israël. Je n'ai jamais eu à mitrailler des gens. D'accord? Je n'ai jamais eu à terroriser quelqu'un avec mon fusil. Je n'ai jamais eu à prendre part à des couvre-feux à Gaza avec 200 femmes et où l'on martelait les crânes à coups de crosse. Jamais. J'ai fait face aux situations difficiles car j'étais formé. J'étais bien formé. Ici, c'est pareil.
Si je forme bien les forces de l'ordre, elles vont se conduire correctement. En un seul jour de combat dans le quartier de Alemao, la police a tué 44 personnes. Avez-vous de la caipirinha? Une vraie caipirinha brésilienne. Une bonne dose pour que je dorme bien. Disons que vous entraînez quelqu'un. Puis il rentre ici et il tue des gens. Que ressentez-vous? S'il tue tous les méchants, je trinque à sa santé. Ça s'est déjà produit. Santé, d'accord? Pardon. S'il tue une seule personne innocente, je serai très en colère. Ça ne s'est jamais produit. Jamais. Non, non. Et tirer sur des gens qui s'enfuient. Qui s'enfuient? Qui s'est enfui? C'est ce qu'on dit. Qui s'est enfui? Les trafiquants de drogue. Ah, ici. Un trafiquant de drogue, vous pouvez lui tirer dans la jambe, la tête, la nuque, le dos. Tirer sur lui recto verso, le mal qu'il cause est bien pire. On s'en fout comment il est tué. Avec un bâton ou d'une balle dans la tête, quelle différence? Il est mort. Dites-moi, croyez-vous que la vie est une partie de plaisir? Qu'elle est belle? Mon métier, c'est la défense. Le renseignement est un sale boulot. Combattre les terroristes est cruel. La sécurité, c'est difficile. Je suis fait pour ça. Et je fais ce métier. Mais je ne fous pas la merde. Je la transforme en petits paquets compacts et inodores. En 2009, Israël lançait l'opération Plomb durci contre Gaza. Cette même année, les ventes d'armes atteignirent le record de 6 milliards de dollars. C'est le général Yoav Gallant qui a conçu et planifié l'opération Plomb durci contre Gaza. Avez-vous eu le sentiment que Plomb durci était votre bébé? Que vous l'aviez planifié, l'aviez mené? Je ne crois pas que dans l'armée, on fait les choses tout seul. C'est rare, mais il arrive de temps en temps qu'un homme, un officier, planifie quelque chose, entraîne ses troupes pour ça et l'exécute au bout du compte. Dans ce cas, ça s'est produit comme ça. L'ennemi n'a que 3 options quand je le combats. Se faire tuer, se rendre ou fuir. Ici, certains ennemis ont choisi de fuir. Pourquoi ont-ils fui? Parce que si vous vous attendez à ce qu'on vous attaque, comme ils ont attendu pendant 3 ans que l'armée vienne, qu'on vous tire dessus peut-être avec des chars, qu'on opère une manœuvre au sol, et que soudain ce sont des bombes qui tombent du ciel à l'endroit où vous avez construit votre bunker, et qu'ensuite ce sont des chars qui vous tirent dessus, des obus d'artillerie qui vous tombent dessus, des bulldozers qui essaient de vous écraser. Alors il ne faut pas être surpris que l'armée finisse par trouver sur place 10-12 gilets de combat et des lance-grenades bien rangés. Les terroristes n'y sont plus.
Le rapport entre les pertes de l'armée et celles infligées à l'ennemi était un facteur primordial lors de la planification de l'opération. Quand ça s'est terminé avec un rapport proche de 100 pour 1, c'est-à-dire que 10 de nos fils ont été tués dans cette opération contre 800 terroristes, 80 pour 1, l'ennemi a réalisé que nous faisions quelque chose d'insupportable pour lui, mais pas pour nous. En plus des 800 terroristes, 300 civils ont été tués, à notre plus grand regret. Ce rapport est d'environ 1 tiers pour 1. Il est entre 10 et 30 fois meilleur que n'importe quelle opération d'une armée occidentale au cours des 2 dernières décennies. Pendant que certains pays d'Europe ou d'Asie nous ont condamnés pour les pertes civiles, ils envoyaient ici leurs généraux. J'ai briefé, ici et dans d'autres endroits, les chefs d'état-major de 10 pays, pour qu'ils comprennent comment on est parvenu à ce miracle, à un rapport si faible de victimes civiles. L'hypocrisie est grande. D'un côté, on nous condamne politiquement, pour la forme. De l'autre, on nous demande « Qu'avez-vous inventé en Israël pour transformer le sang en argent ?» C'est grâce à l'utilisation de munitions intelligentes, des renseignements précis, de l'emploi sélectif des forces terrestres aux bons endroits qu'on a épargné tant de vies humaines. Cette expertise est bénéfique au pays? Il gagne en termes de sécurité. Et puis, les nations et leurs forces armées veulent être amis avec celui qui est fort, qui est juste et qui gagne. Pour moi, l'autre n'est pas quelqu'un que je dois tuer. Peut-être qu'à l'arrivée, je devrais le tuer, ou l'attraper, ou que sais-je. Mais avant tout, il m'offre l'occasion de me redéfinir autrement. L'autre est un défi, en fait, une opportunité d'étudier pour me comprendre d'une autre façon en fonction d'une situation donnée. C'est quoi un laboratoire? C'est l'opportunité d'étudier. C'est quoi étudier? Ce n'est pas d'accomplir ce que je sais bien faire, mais bien d'accomplir ce que je ne connais pas. C'est ça le truc. On dirait un oxymore, mais ça ne l'est pas. L'approche moderne de l'enseignement est basée sur l'apprentissage, puis la mise en pratique. La nouvelle approche dit « apprenez et apprenez ». Puis cherchez, apprenez, cherchez, apprenez, cherchez. Et quand vous arrivez à la situation où il faut mettre en pratique, oubliez tout ce que vous savez. Parce que cette situation est entièrement nouvelle. Vous comprenez? Si, dans le passé, on pensait qu'il fallait arrêter les guerres pour laisser place à la vie, à présent, les deux cohabitent très bien ensemble. L'économie n'est pas seulement maintenue par la guerre, elle en tire profit. La vie poursuit son cours, sans atteindre notre morale. Lorsqu'une opération dans un territoire s'arrête, c'est pour commencer dans un autre, pour commencer une nouvelle expérience. En novembre 2012, les forces armées israéliennes ont lancé une nouvelle opération d'envergure à Gaza. 2 Israéliens et 169 Palestiniens furent tués. Les ventes d'armes israéliennes atteignent, cette année-là, un nouveau record. Imagine all